Et c'est l'heure de l'invité de Midi Info. Coup de projecteur aujourd'hui sur la situation en Syrie. Un an jour pour jour. Un nouveau chapitre de l'histoire s'ouvrait à Damas. Après plusieurs jours de repli, les forces loyalistes face aux offensives majeures de l'opposition, le désormais ex-président Bachar el-Assad fuyait son pays. Aujourd'hui, le nouveau dirigeant, Ahmed al-Sharaa, a réhabilité la Syrie sur la scène internationale, mais reste confronté à deux défis majeurs, restaurer sa sécurité, mais aussi et surtout la confiance dans un pays ravagé par des années de guerre civile. En direct d'Abu Dhabi, nous en parlons avec M. Mohamed Badine El-Yatiwi, professeur d'études stratégiques au Collège national de défense des Émirats arabes unis. Bonjour professeur et bienvenue dans Midi Info. Bonjour et merci pour votre invitation. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU était il y a quelques jours à Damas pour apporter son soutien aux nouvelles autorités syriennes. Est-ce que la Syrie a retrouvé aujourd'hui un statut respecté sur la scène politique internationale selon vous ? Oui, en un an, on a vu que les nouvelles autorités syriennes avaient été acceptées par une très grande majorité d'acteurs, alors que le régime de Bachar el-Assad, suite aux exactions qui ont été commises pendant de nombreuses années, a été mis au banc de la communauté internationale. Donc avoir une visite comme celle d'Al-Sharaa aux États-Unis, dont je pense qu'on va parler, et la visite des émissaires onusiens, c'est quelque chose d'historique et qui prouve que la Syrie, en tout cas, va dans le bon sens et quelque part est sortie ou est en train de sortir de cette phase très très difficile qu'elle a vécue entre 2011 et 2024, et même en réalité au-delà, à partir du moment où les Assad ont pris le pouvoir en 1970 avec le père Hafez. La fragile transition syrienne a été secouée en mars, mais aussi en juillet, par de sanglantes violences intercommunautaires dans les régions des minorités druzes et alaouites. La situation reste tendue, on le sait. Comment est-ce que les nouvelles autorités gèrent-elles le devoir de réconciliation qui est probablement la base de cette réhabilitation à l'international? C'est l'un des éléments les plus complexes, ou si ce n'est le plus complexe de la transition, puisque le nouveau pouvoir doit à la fois maintenir ses soutiens historiques, ceux qui lui ont permis de prendre le pouvoir il y a un an, les soutiens du HTC, et en même temps élargir sa base et permettre à tous les Syriens, quelle que soit leur confession ou leur ethnie, pour les Kurdes, qui puissent vivre en paix et en toute sécurité. Et on voit qu'il y a beaucoup de règlements de compte qui remontent à des périodes anciennes, et le régime des Assad, père et fils, a toujours su jouer les communautés les unes contre les autres, monter les communautés les unes contre les autres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de règlements de compte et de vengeance. Et toute la question désormais, c'est celle du pouvoir central et de sa relation avec les différentes communautés. Est-ce qu'on va devoir aller vers un système fédéral pour permettre à ces communautés de vivre en paix et en toute sécurité et pouvoir se développer par elles-mêmes? Ou est-ce qu'on va retourner à un pouvoir centralisé autour de Damas? C'est toute la question, c'est la question des ressources aussi. Comment se partager les ressources de ce pays, qui est un pays malgré tout riche en ressources, malgré la situation économique catastrophique due à ces années de guerre. Mais de nombreux défis existent, et l'un des défis principaux, si ce n'est le défi principal, c'est celui de la cohésion et de l'unité syrienne. La cohésion et de l'unité syrienne, un défi de taille majeure, mais aussi très compliqué, vous venez de le dire, professeur. C'est vrai que la Syrie est une vaste mosaïque ethnique, confessionnelle. Outre les Alaouites et les Druzes, il y a aussi la minorité kurde dans le nord-est du pays. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a un changement de politique sur la question de la diversité ? Alors, certainement, ce qui s'est toujours passé avec le régime des Assad, c'est qu'on s'appuyait sur différentes communautés à tour de rôle en fonction des intérêts, car les Assad eux-mêmes étaient issus d'une des minorités, la minorité alaouite qui pèse environ 12%. Aujourd'hui, la situation est totalement différente, puisque Ahmed al-Sharaa est sunnite, et les sunnites représentent la majorité, autour de 60%. Donc la dynamique est différente, et le passé d'al-Sharaa et de certains de ses soutiens continue d'être vu par une partie de la population, parmi les minorités druzes, alaouite ou chrétienne, comme une possible menace ou une menace potentielle. Donc toute la difficulté désormais, c'est de créer les mécanismes de protection et aussi mettre en place un véritable état de droit qui permettrait à tous ces gens-là de vivre en paix.
Reste que des acteurs régionaux vont évidemment s'en mêler. Pour ce qui concerne les Kurdes au nord-est, ça sera bien évidemment les Turcs, puisque eux aussi ont un problème avec leur minorité kurde au sud de la Turquie, donc au sein de cette frontière entre la Turquie et la Syrie, turco-syrienne, et de l'autre côté les Druzes, qui eux, au sud de la Syrie, évidemment, Israël cherche à jouer sa partition, puisqu'il y a aussi des Druzes en Israël, et que Israël a cherché durant cette année, durant ces derniers mois, à soutenir certaines factions druzes contre d'autres afin d'essayer de débranler le nouveau pouvoir syrien. Donc c'est un jeu complexe qui va dépendre à la fois de dynamique et de choix internes, mais aussi de possibles pressions externes. Alors, vous parliez à l'instant d'Israël, professeur. Il y a un autre défi de taille pour Damas, c'est la poursuite des opérations militaires de l'armée israélienne, justement, qui bombarde régulièrement, hein, et multiplie les incursions. Il y a quelques semaines, Benyamin Netanyahou s'est rendu carrément auprès des troupes syriennes déployées en Syrie. Et ce samedi, le président Shara a dit que l'insistance d'Israël à démilitariser le sud de la Syrie la met en péril, en danger. Comment voyez-vous à court terme l'évolution de la relation entre la Syrie et Israël? Alors, c'est une situation très complexe puisqu'il y a eu des contacts qui ont été mis en place entre différents services de renseignement israéliens et syriens. La volonté d'Ahmed al-Shara, c'était d'éviter un nouveau conflit puisqu'il a déjà beaucoup de choses à régler en interne, comme on l'a dit et comme tout le monde le sait. Donc, la question pour lui d'ouvrir un nouveau front face à Israël, qui est la puissance militaire dominante de la région, on l'a vu ces derniers mois, c'est quelque chose qu'il souhaite éviter. Mais en même temps, il y a le souci du plateau du Golan qui est occupé par Israël depuis de nombreuses décennies. Il y a aussi la question de Souaïda, des Druzes, qui, une partie d'entre eux est soutenue par Israël. Et en tout cas, Israël aimerait voir une zone démilitarisée et aussi avancer au sein du territoire syrien. Donc là, on est face à une question de souveraineté, d'intégrité territoriale. Mais tout le problème pour Ahmad al-Shara, c'est qu'au nord avec les Kurdes, au sud avec les Druzes et sur la côte avec les Alaouites, il est face à de nombreux chantiers, en tout cas de nombreux dangers pour son propre pouvoir, qui pourraient s'émietter, et on se rend compte qu'en fait, il ne contrôle pas la majorité de son territoire pleinement, et qu'il y a des groupes sur sa droite, si vous me permettez l'expression, qui cherchent à le dépasser et à faire monter les pressions communautaires, notamment certains groupes terroristes, djihadistes, qui cherchent à augmenter les tensions, alors qu'Ahmed al-Shara, lui, cherche à les atténuer. Donc on voit très clairement que là, on est face à un jeu très complexe et très difficile pour lui, car il doit à la fois donner des gages en interne, mais aussi continuer de donner des gages à la communauté internationale, comme quoi il est et il continuera d'être la personne adéquate pour la stabilité de la Syrie. Et oui, et en parlant de stabilité, il y a aussi la menace terroriste qui est encore et toujours là en Syrie, un an après le changement de régime, notamment celle du groupe Daesh dans le nord-est et même à Damas, hein, où il y a une église a été ciblée l'été dernier par un attentat suicide. Comment appréhender ce défi majeur dans le pays pour Ahmed Shara? Alors, c'est un véritable problème pour lui, parce que ce sont ses ennemis jurés déjà à l'époque où il dirigeait le HTC et qu'il était à Idlib, et même auparavant, quand il était un membre d'Al-Qaïda, ses ennemis étaient, ses ennemis étaient ceux de Daesh. Et on voit que le combat continue, et pour évidemment les gens de Daesh en Syrie, ils sont composés de gens de plusieurs nationalités, il n'y a pas que des Syriens, loin de là. On voit que la volonté d'Ahmed al-Shara d'essayer de se donner une image, de polir son image pour devenir un dirigeant respectable est quelque chose qui pour eux est inacceptable, tout comme le fait qu'il essaye d'arrondir les angles avec les différentes communautés que nous avons citées tout à l'heure pour permettre de construire une sorte de paix civile. Ça, c'est quelque chose qui est inacceptable pour Daesh, qui, bien évidemment, du fait de son idéologie meurtrière, cherche à imposer sa vision et cherche aussi à créer le chaos. Alors, on va reparler du statut de la Syrie sur la scène internationale. Nous avions à l'écran tout à l'heure les images de la visite de Ahmed Shara à Washington, à la Maison-Blanche. Il a été reçu, et c'est historique dans l'histoire des deux pays, par le président Trump. Il n'est toutefois pas rentré, et là je parle du président syrien, par la grande porte. Comment est-ce que vous analysez cette visite et cette relation entre Washington et Damas aujourd'hui? Écoutez, c'est une relation qui est en train de se construire, c'est une relation qui a toujours été complexe historiquement, comme vous l'avez très bien dit.
Néanmoins, on voit qu'Ahmed al-Shara a quand même rencontré Donald Trump 2 fois cette année, une fois à Riyad et une fois à Washington. Et on voit aussi que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a joué un rôle majeur, tout comme les dirigeants turcs, notamment le président Recep Tayyip Erdogan et le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, dont Ahmed el-Shara est proche et avec lequel il entretient de très bonnes relations. On voit que les Turcs comme les Saoudiens ont cherché quelque part à crédibiliser l'image d'Al-Shara auprès de Donald Trump et que ça semble avoir fonctionné puisque Donald Trump est, comme vous le savez, un homme de deal et il se rend compte aussi que la stabilité de la Syrie permettra à de nombreux deals de se mettre en place au Moyen-Orient et que sans stabilité en Syrie, évidemment, rien n'est possible sur le plan économique, commercial ou même des investissements de long terme. Donc on voit que la relation entre la Syrie et les États-Unis avance dans le bon sens. Elle partait de très très loin. C'est une relation qui était très mauvaise historiquement. Il faut se souvenir qu'à l'époque de Hafez el-Assad, pendant la guerre froide, les Syriens étaient très très proches des Soviétiques et jusqu'à très récemment, jusqu'à l'année dernière, Bachar el-Assad était devenu non pas l'ami, mais le protégé des Russes. Et on voit d'ailleurs qu'il est à ce moment à Moscou depuis sa fuite. Et on voit que là, pour tout le Moyen-Orient, c'est un changement géopolitique majeur d'avoir la Syrie qui accueillait la seule base navale russe en Méditerranée, à Tartous, être désormais proche des États-Unis. C'est quelque chose qui est assez inespéré, sans oublier non plus le fait qu'Ahmed al-Shara a des relations très mauvaises avec les Iraniens, ce qui ne peut que plaire à Donald Trump. Donald Trump. Hmm. Il y a un autre acteur clé dans la région, c'est le Hezbollah. Même s'il est affaibli, le Hezbollah a quand même combattu aux côtés des troupes de l'ex-président Bachar el-Assad durant la guerre civile en Syrie et contrôlait alors des régions à la frontière libano-syrienne. Que sait-on? Quel regard posez-vous aujourd'hui sur la relation qu'entretiennent la Syrie et le Liban aujourd'hui? Mais écoutez, le régime libanais a évolué. On voit qu'il y a eu un nouveau président ces derniers mois également, Joseph Aoun, ancien chef d'état-major de l'armée libanaise, avec Nawaz Sharif comme Premier ministre, qui était un diplomate et un membre reconnu de la Cour internationale de justice. Et ces deux personnages clés de l'État libanais sont d'accord sur une chose, c'est qu'il faut démilitariser le Hezbollah. Il faut retirer les armes du Hezbollah qui sont considérées, en tout cas qui sont vues comme un danger pour la propre sécurité des Libanais puisque c'est une milice qui est plus forte que l'armée régulière libanaise. Donc ça pose un véritable problème de crédibilité pour l'État libanais. Et de l'autre côté, Ahmed al-Shara a affronté le Hezbollah pendant des années, durant la guerre en Syrie. Et le Hezbollah était un soutien inconditionnel de Bachar el-Assad, puisque le Hezbollah n'est ni plus ni moins que le proxy de l'Iran. Donc là, on voit très bien que ces différentes données font que les Libanais comme les Syriens au pouvoir actuellement se feront un malin plaisir de continuer à affaiblir le Hezbollah et de le mettre de côté. Et en cela, ils seront aidés indirectement, d'une certaine manière, ou ils ont été aidés indirectement par Israël, puisqu'Israël a considérablement affaibli le mouvement Hezbollah, puisque plusieurs de ses dirigeants, dont le plus connu, Hassan Nasrallah, ont été tués. Et le fait une grande partie du mouvement a été décapitée, évidemment, a affaibli le Hezbollah, et ça permet aussi à la Syrie de s'éviter un problème supplémentaire, puisque si le Hezbollah avait gardé sa force il y a 10 ans, ça aurait été encore un problème supplémentaire à gérer pour le nouveau régime syrien. Une dernière question, professeur, sur le côté économique cette fois. La guerre civile a laissé des traces. Les sanctions ont certes été levées par la plupart des pays, mais il y a la reconstruction. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus important défi des autorités syriennes aujourd'hui, cette reconstruction du pays? Oui, bien sûr, c'est une reconstruction qui va demander des sommes énormes. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui parlait de 216 milliards de dollars, donc c'est une somme colossale. C'est un pays qui a perdu aussi beaucoup de gens. Il faut pas oublier qu'il y a 5 millions de Syriens, 5 à 6 millions de réfugiés syriens de par le monde, certains au Moyen-Orient, d'autres en Europe. On a 7 millions de Syriens qui ont été déplacés à l'intérieur du pays, donc les équilibres territoriaux ont été chamboulés, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Et là, évidemment, il faut reconstruire un pays de zéro quasiment. Donc, aussi bien en termes d'infrastructure qu'en termes de projets de développement industriel, etc. Et on parle d'un pays qui, pendant très longtemps, fonctionnait avec une économie soviétique, d'une certaine manière, même si Bachar el-Assad, au début de son pouvoir, avait essayé de libéraliser un peu l'économie, mais c'était ses proches qui avaient pris le contrôle. Donc là, vraiment, on est face à une situation très, très compliquée pour Ahmed Shara. Il va devoir établir un nouveau modèle économique, une distribution des ressources parmi les communautés et également trouver des financeurs
qui semblent être pour le moment les pays du Golfe, principalement le Qatar, l'Arabie Saoudite et aussi les Émirats Arabes Unis. Reste à savoir pour quel genre de projet, avec quels acteurs. Et la Turquie, par exemple, elle aimerait aussi jouer un rôle clé, notamment dans tous les domaines où elle a un véritable savoir-faire, notamment le BTP et tout ce qui est projet d'infrastructure assez lourd. Donc on voit aussi qu'il va y avoir une compétition régionale et internationale pour la reconstruction de la Syrie, puisque là, on va parler aussi de marchés avec des montants faramineux. Et tout cela, bien évidemment, il faudra prendre en compte aussi les besoins et les attentes du peuple syrien pour permettre justement une reconstruction pérenne et stable sur le long terme pour le bienfait des Syriens et la stabilité de ce pays. Merci infiniment, professeur Mohamed Badine El Yatiwi. Je rappelle que vous êtes professeur Merci à vous. d'études stratégiques au Collège national de défense des Émirats arabes unis. C'était un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, merci.